Voilà, c'est ça. Ok. Hop. Donc, il expliquait dans les années 90, les imams n'étaient pas, contrairement à aujourd'hui, surveillés par les renseignements généraux, et les portables n'étaient pas généralisés, donc ils ne se prenaient pas la tête avec le politiquement correct. Il nous disait clairement, le sens littéral du Coran, que les non-musulmans iraient en enfer, les Français, la plupart des Français, que nous devions considérer les Français de souche blanc comme nos ennemis, que cela a été écrit dans le Coran, qu'Allah les considère comme des criminels, qu'il va les punir. Il précisait bien les Français pour nous faire comprendre que nous n'étions pas français, que nous étions des membres de l'Oumma islamique. Imaginez ça dans la tête d'enfant, le vivre ensemble ne va pas se faire, évidemment. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui montre que c'est impossible d'éviter ce rejet. Comment dire, le fait que les musulmans qui veulent qui veulent s'assimiler en fait à la culture française se retrouvent mal vus des deux côtés, quoi. Parce que, je veux dire, on instille tellement dans la tête des gens et des jeunes de la Oumma que ils sont pas des Français, que les quelques musulmans qui vont vouloir quand même s'intégrer, s'assimiler, forcément ils vont être mal vus du reste de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui a été corroboré par des tonnes de témoignages que j'ai entendus, en particulier dans vos vidéos, dans vos contenus, de gens qui ont voulu quitter l'islam. Tu en as parlé toi aussi souvent sur ta chaîne, qui ont voulu quitter l'islam, etc., ou même pas forcément quitter l'islam, mais au moins un petit peu s'occidentaliser, quoi, un petit peu s'adapter aux mœurs françaises, pour se sentir un peu plus à l'aise dans la société française. Et bien, tout de suite, voilà, ils étaient mal vus par leur communauté. Alors bien sûr, c'est pas 100% des cas, et même, c'est peut-être même pas 50% des cas, j'en sais rien. D'après les témoignages que j'ai entendus, c'est probablement plus que 50% des cas, mais même si c'est que 40, 30% des cas, c'est quand même énorme. Tous ces gens qui refusent en fait que certains des leurs deviennent des vrais Français, de cœur et d'esprit, de culture, parce que c'est la seule façon de fonctionner dans une nation, que tout le monde soit d'accord sur des principes de base, quoi. Et donc j'explique, à un moment donné, je vais juste reprendre ce passage-là, j'explique, et c'est un petit passage qui montre clairement que c'est pas possible, quoi, parce que l'islam, c'est vraiment antagoniste aux valeurs françaises. Et donc, je vais juste reprendre ce passage-là pour montrer que ce rejet-là, c'est impossible à éviter. Il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution pour ça. Je veux dire, il faudrait que, allez, je vois pas comment éviter ce rejet, sachant l'antagonisme incroyable qu'il y a entre l'islam et la France, quoi. Donc, je vais juste reprendre. Après, tu n'es pas obligé de répondre de manière totalement exacte, parce que le but, c'est pas que que tu paraphrases ton livre, c'est juste de me donner une réflexion, ne serait-ce que superficielle, sur les questions que je te pose. Et justement, le but du livre, c'est que les gens qui voudront comprendre ta pensée en détail, et sur quoi aussi tu t'es basé pour affirmer ce que tu énonces dans le livre, pourront y retrouver toutes les sources. Franchement, il a tout bien référencé, il a tout bien cité. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé ce travail-là, parce que d'autres personnes auraient pu juste étaler leurs pensées dans un ouvrage et s'arrêter là. Mais toi, tu as très bien structuré tes idées, très bien thématisé et catégorisé ta pensée. Donc moi, j'aime bien quand c'est bien organisé pour le coup. Et donc du coup, je vous invite vraiment à vous procurer le livre. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en physique. Vous pouvez aussi le prendre en format Kindle sur Amazon par exemple. C'est très bien comme ça aussi. Mais procurez-vous-le, c'est tout ce qui compte, et soutenez des personnes qui... Parce que voilà, moi la question que je vais te poser aussi, c'était par rapport à l'édition. Donc tu t'es auto-édité, c'est ça, si j'ai bien compris, ou comment ça se passe? Comment t'as fait? Ouais, je me suis auto-édité, effectivement, ouais. C'était pour ça Voilà, la plus donc simple. Bien sûr. c'est très courageux de ta part d'avoir fait ça, voilà, parce que c'est beaucoup plus difficile de se promouvoir son ouvrage par l'auto-édition que par la voie classique. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est ça, exactement. Mais comme le sujet est trop éloigné de la doxa française, j'avais pas le choix. Je pouvais pas, surtout si je voulais garder un maximum d'anonymat, je pouvais pas prendre le risque Mais, de contacter des éditeurs ou quoi que ce soit.
Mais est-ce que en gros, là, la maison d'édition que t'as faite, est-ce qu'elle a pour vocation à permettre à d'autres personnes qui sont un peu, comme tu as dit, en dehors de la doxa de le faire, ou c'est vraiment, tu t'es juste attribué une auto-édition juste pour pouvoir le faire? Ou est-ce que tu pourrais t'affilier à Ah, des gens qui seraient intéressés par l'édition? à la base, c'est surtout pour moi, effectivement, mais effectivement, je serais intéressé à publier d'autres, sous ce nom-là, en fait, d'autres personnes. Ok, Effectivement, ok, ce serait intéressant qu'à terme, ça n'arrivera peut-être jamais, mais ça serait intéressant que ce nom d'éditeur, l'édition du Malpensant, ce serait intéressant que ça ait une certaine renommée à un moment donné. Comme ça, des gens qui seront publiés sous ce nom ben, pourront vendre plus rapidement, plus facilement. Ben, on est très loin encore, quoi. Donc, si un jour cette maison d'édition a un nom suffisamment renommé, ça peut être intéressant pour d'autres de, non, de, parce que de s'éditer. Oui, moi personnellement, et je le cache pas devant tout le monde, j'ai beaucoup de projets d'édition de nombreux ouvrages, que ce soit pour oui. moi-même ou au nom du collectif et des autres apostats qui sont affiliés à nous. Donc on est en train de penser, au début on a pensé à faire notre propre maison d'édition, mais franchement si d'autres personnes le font à notre place et qu'elles nous permettent, qu'on peut s'affilier à eux, voilà, et permettre aussi à des petites maisons d'édition de grossir sans qu'on ait à se casser la tête à faire toute la procédure par nous-mêmes, moi, nous, ça nous arrangerait en vérité. Donc voilà, Effectivement. à voir en privé, mais je vais juste poser la question. Pour maintenant revenir vers une autre question qui était tout aussi intéressante, c'était la notion d'assimilation et de stigmatisation dans le chapitre 9, le cas des musulmans en France. Bon, on a déjà abordé un peu ça tout à l'heure à travers tes différentes réponses, mais ce serait quoi, à tes yeux, de tout ce que tu as pu voilà, analyser, constater, repérer, les principaux obstacles à l'assimilation des populations musulmanes en France? Genre, c'est quoi si tu devais choisir un ou deux principaux obstacles ou voilà, barrières ou Ben, limites qui là, empêcheraient un musulman de s'assimiler en France? Vas-y, je t'écoute. pour moi, la principale, c'est le fait que le Coran soit la parole d'Allah. Donc, à partir du moment où la parole d'Allah est complètement opposée, antagoniste aux valeurs de la République française, je veux dire, c'est soit tu renies Allah, soit tu renies la valeur française, quoi. Donc, quelque part, pour un musulman qui subit un tel endoctrinement, qui subit une telle pression communautaire, ben, c'est un effort énorme, quoi. C'est trop risqué, quoi. Donc, c'est ça, à la base, c'est ça, c'est le fait que, je veux dire, la base de l'islam, le Coran et les hadiths, on va dire, mais surtout le Coran, c'est trop différent de la matrice de pensée française, de la culture française et des valeurs françaises. Donc, soit tu es l'un, soit tu es l'autre. C'est impossible d'être les deux sans renier une bonne partie. Et le problème, c'est que tu ne peux pas renier la moindre petite partie. Si tu es musulman sunnite, tu ne peux pas renier la moindre petite partie du Coran et la moindre petite partie des hadiths. Ça y est, tu n'as pas le droit. Si tu le fais, c'est terminé. Tu n'es plus un musulman sunnite, quoi. Donc, moi, comme je disais, si j'avais été musulman, j'aurais jamais eu le courage de faire ça. Probablement jamais eu le courage. Et j'aurais vécu comme un fake musulman, quoi, toute ma vie. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est surtout ça qui fait que l'assimilation des musulmans est impossible en France. En tout cas, sur une grande échelle. Et t'as certains, même, je dirais même sur une petite échelle, c'est quasiment impossible parce que la preuve, c'est que les quelques-uns qui le font, je dis quelques-uns, en absolu, c'est quand même un grand nombre, mais en pourcentage, c'est quand même assez petit pour l'instant, si j'ai bien compris. Et ben, c'est ce petit nombre de musulmans qui apostasient, qui s'adaptent à la culture occidentale, qui aiment la culture occidentale, qui veulent vivre comme un poisson dans l'eau là-dedans. Cette petite quantité-là, tu vois comme elle est ostracisée, quoi. Tu vois à quel point vous êtes montré du doigt par la communauté musulmane, etc. À quel point c'est risqué, à quel point vous craignez pour votre bien-être, quoi, tout simplement. Donc même pour un petit nombre de musulmans, même si seulement un petit nombre de musulmans, même le fait qu'un petit nombre de musulmans se convertissent aux valeurs occidentales, c'est quasiment impossible sans en subir de grosses conséquences, quoi. Donc pour moi, là, ouais, le problème de base, c'est ça, c'est le fait que le Coran est trop éloigné
des valeurs occidentales et que le Coran est trop important dans l'islam. Je veux dire, tu peux rien renier du Coran, à moins peut-être de faire partie de certaines petites sectes musulmanes, etc. Parce que il me semble, il y a tellement de sectes musulmanes qui me semblent qu'il y en a certaines qui pensent pas que c'est créé, qui pensent pas que c'est la parole d'Allah. Enfin bref, mais elles sont tellement petites, qu'elles sont, on n'a même pas besoin d'en tenir compte, quoi. Je veux dire, la secte sunnite est tellement plus en termes de pourcentage, là, est tellement plus grande, quoi. Donc, je veux dire, ça, on peut savoir très bien, pratiquement, simplifier le problème à l'islam sunnite, quoi. Quand on parle d'islam, bon, ben, c'est l'islam sunnite, et dans ce cas-là, donc la plupart des Français d'origine musulmane ou des Français musulmans sont sunnites. On peut considérer que le problème est insoluble. Ça me fait penser d'ailleurs, je reprends ça dans mon livre, je reprends une phrase du prêtre Maurice Landrieux, un prêtre du début du XIXe siècle, me semble, du XXe siècle, qui disait qui expliquait comme quoi le musulman est irréductible. La très grande majorité des musulmans sont irréductibles, quoi. Tu peux pas les convertir, les faire quitter l'islam, quoi. Pour la très grande partie d'entre eux, quoi. Et moi, je comprends très bien ça parce que après avoir étudié l'islam un peu, là, je me suis rendu compte que c'était un endoctrinement ultra puissant, quoi. Dès la naissance, quoi. Dès la naissance, on te fait peur de l'enfer, la peur de l'enfer, etc. Et des témoignages que j'ai entendus sur vos chaînes, il y a même des ex-musulmans qui ont encore des peurs, des craintes qu'on leur instille depuis tout petit à propos de l'enfer, etc., ou du porc, etc., et qui n'osent pas, même s'ils sont plus musulmans, quoi. Ils n'osent pas faire ces interdits, même s'ils sont musulmans. Donc ça prouve que le niveau d'endoctrinement est tellement puissant. Je veux dire que il n'y a pas de solution. C'est malheureux. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire, ouais, il y a moyen, en prenant telle ou telle direction, etc. Il y a moyen de faire en sorte que tous ces immigrés d'origine musulmane, etc., enfin musulmans actuellement, soient un jour super bien assimilés en France et qu'il y ait vraiment une cohésion fantastique, un vivre ensemble extraordinaire en France. Mais je veux dire, c'est vraiment de l'utopie, quoi, à l'extrême, quoi. Je veux dire, quand tu connais le Coran, tu te dis c'est bon, quoi, c'est bon, la game est pliée. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'un jour il y ait une cohésion sociale digne de ce nom en France entre les musulmans et les Français de culture française, quoi. C'est impossible. Donc, et alors, il y a aussi souvent cet argument-là, comme quoi, bon, la majorité des musulmans se tiennent très bien en France, etc. Et c'est vrai. Mais il y a aussi, quand on connaît l'islam, on voit très bien, et quand on connaît l'islam ancien et l'islam récent, on voit très bien que c'est juste une question de proportion. C'est juste une question de nombre. Il y a un moment donné, quand les musulmans sont majoritaires, là, c'est autre chose. Là, le discours est très différent, quoi. Là, c'est leurs règles qui prennent le dessus. Et dès le début, d'après ce que j'ai compris, ça a commencé comme ça, avec la première partie du Coran qui est très pacifique, parce que les musulmans étaient minoritaires. Donc là, Mohammed invitait au pacifisme, etc., à la compréhension entre les dogmes, etc. Mais dès que l'islam était devenu majoritaire, là, c'était terminé, quoi. Hop, tout ce qui n'est pas musulman, là, on a le droit de l'égorger, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois à travers le temps. Chaque fois que la communauté musulmane devenait majoritaire, c'était leur loi. Et leur loi, le problème, c'est qu'elles sont pas démocratiques. À la limite, si au moins c'était démocratique, voilà, on aurait une chance à un moment donné de changer, en fait, d'obtenir du changement. Mais là, non, c'est figé dans le temps, pour des siècles et des siècles. Et donc voilà, ceux qui disent il n'y a pas de quoi s'inquiéter, la plupart des musulmans sont sympas, se tiennent bien, et effectivement c'est le cas. Le problème, c'est que le clergé islamique, lui, en grande majorité, il n'est pas sympa. Et quand les musulmans seront majoritaires, et ben là, il aura un énorme levier pour faire valoir ses valeurs, etc.
Donc, cet argument-là, il est très dangereux, cet argument-là qui veut dire que ouais, la plupart se tiennent très bien, etc. Et une chose que je fais aussi dans mon livre, c'est la comparaison par rapport. Je parle aussi, je sais pas si tu as vu cette partie-là où je parle beaucoup d'Edwy Plenel. Je le charge dans plusieurs pages là, et en particulier le fait qu'il compare un petit peu la situation des musulmans en France actuelle à la situation des Juifs en 1933, où ils sont ostracisés, stigmatisés, etc. Donc moi j'explique que c'est pas du tout la même chose. J'explique que là nous on ostracise l'islam avant tout, plus que les musulmans. On pointe du doigt le fait que l'islam c'est fasciste, tout comme le nazisme était fasciste. Et ce que j'explique aussi, c'est que les proportions sont complètement différentes, quoi. Les Juifs étaient hyper stigmatisés dans les années 30, alors qu'en proportionnellement ils étaient très faibles en Europe, quoi. Après, c'est d'après les statistiques que j'ai trouvées, il y avait peut-être 0,6% de Juifs en France. J'ai pas les chiffres sous les yeux là, mais c'était à peu près ça. 1% du Juif en Allemagne ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc c'était vraiment très 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 faible. Et malgré ça, les Juifs ont subi un sort horrible en Europe, alors que là c'est pas du tout pareil. Là, on a du 10% en Allemagne, je crois, de musulmans. C'est plutôt des chiffres de l'ordre de 8 à 10% en Allemagne, en France, en Autriche, etc. Donc c'est des chiffres complètement différents. Donc là, on peut pas dire que les musulmans sont traités de la même façon. Les musulmans, on a été super ouverts avec eux, quoi. On les a laissés rentrer pendant des années, des années. 10% maintenant de la population française est musulmane. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le petit 1% de juifs qu'il y avait en 1933, peut-être même moins en France qu'1%. Ça n'a rien à voir. Et donc là, comme j'explique dans mon livre, il y avait juste 1% de musulmans. On pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, si les valeurs du Coran, etc., sont antagonistes aux valeurs de la France, c'est pas grave. Je veux dire, s'ils ont juste 1%, ils sont pas beaucoup. Mais là, ils sont quand même 10%. Donc là, à 10%, tu peux t'inquiéter quand tu vois que les valeurs du Coran sont très, très antagonistes avec les valeurs françaises. Tu peux t'inquiéter. Tu peux dire, waouh, ça commence à devenir dangereux, quoi. Est-ce que quand tu vois que quand tu connais l'islam, tu te rends compte que c'est impossible que ces valeurs-là cohabitent. Là, tu dis, wow, ils sont déjà rendus 10%. Donc là, ça devient plus dangereux que le fameux 1% de juifs qu'on avait au début du siècle en France, quoi. Et qui, malgré tout, a suscité de la haine, etc. Et beaucoup de. Donc pour moi, le cas des musulmans, on peut pas comparer, comme le fait Edwy Plenel, les musulmans actuels et les juifs de 1933. C'est vraiment une comparaison, une escroquerie intellectuelle là, qui me rend malade, quoi, parce que ça nous empêche de trouver, de chercher des solutions, parce qu'on nous empêche de pointer du doigt la vérité, ce qui fait mal, quoi. Ce qui fait mal, c'est le fait que le Coran, et tous ceux qui adhèrent au Coran soient inassimilables. Je vais te poser, on va dire, parce que là tu fais c'est vrai que tu fais de longues réponses. Je suis désolé, hein, mais j'ai bien rentrer dans les détails. De live. Oui. Non, mais c'est pas grave. Je vais te permettre de continuer à 2 longues réponses avec 2 questions du même style que tout à l'heure. Et après, on peut faire quelques courtes questions et courtes réponses pour finir. Mais déjà, les 2 autres questions qui sont importantes, c'est sur les annexes. Parce que donc dans l'une, tu as cité les ex-musulmans et activistes anti-islam que tu considères comme des héros. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu considères les ex-musulmans et activistes anti-islam comme des héros. Et le corollaire de la question, c'est de savoir, à tes yeux, quel est leur rôle dans la défense des valeurs de la République française, bien sûr. Voilà. En fait, j'ai répondu à ça un petit peu avant déjà. J'expliquais que pour moi, c'est des héros parce que ils font face à une idéologie ultra dangereuse, ultra violente. Donc rien que pour ça, déjà, oser se confronter ouvertement comme vous le faites à une idéologie aussi dangereuse, donc déjà, ça explique pourquoi je vous considère comme des héros. Et ensuite, tu disais... pour défendre les valeurs de la République française, en fait. Voilà. En quoi on arrive, nous, à défendre ces valeurs-là? Parce que, en tout cas, la plupart, même pratiquement tous ceux que j'ai pu connaître grâce au réseau, etc., vous avez l'air de vous être parfaitement assimilé aux valeurs occidentales, d'apprécier les valeurs occidentales, de vous sentir bien dans ces valeurs-là, même si vous adhérez pas à 100%. Il y a aucun Français qui adhère
à 100% à toutes les valeurs prônées par l'Occident. Et c'est ça qui est bien en Occident, c'est que voilà, les choses vont évoluer de cette façon-là. Il y a des différents types d'opinions, etc. Chacun a le droit de les exprimer. Et à un moment donné, ça évolue tranquillement. Grâce à ces confrontations. Mais globalement, il y a quand même un socle commun et qui fait que tout le monde se sent relativement bien dans cette dans cette matrice occidentale, on va dire. Et donc, excuse-moi, j'ai encore perdu la question, perdu le fil, je suis désolé. Non, 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 il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, tu parles, j'avais posé juste la question, en quoi les ex-musulmans qui sont actifs sur Internet arrivent à défendre à leur manière les valeurs de la République. Toi, tu as dit, ben, on la défend déjà de par la libre expression des idées, par la critique voilà, des doctrines fanatiques religieuses. Exactement, parce que souvent, oui, Oui. vous les mettez en comparaison, justement, vous les mettez en comparaison avec les valeurs que vous avez adoptées en immigrant, etc., dans les pays occidentaux, et vous les mettez, et donc là, on sent, on voit que vous adhérez à ces valeurs-là, plus ou moins, donc, plus ou moins entièrement, là. Et donc, comme je vois que vous les confrontez souvent avec les valeurs islamiques, etc., pour montrer les différences, etc. Moi, je comprends que, en tout cas, de la façon dont vous le faites, je sens que vous êtes vraiment d'excellents défenseurs de ce mode de vie occidental, de ces valeurs occidentales. Et comme je le disais avant, là, pour moi, c'est d'autant plus crédible votre travail que vous avez vécu dans ces sociétés En fait, musulmanes, vous avez vécu dans des familles musulmanes, etc. Vous savez, vous connaissez toutes les subtilités en fait oui, de oui, tout bien ça. sûr. Bien Donc, sûr. En fait, parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup, tu dois être un peu fatigué, j'imagine, non? Je sais pas. Mais non, je vais ça va, ça prendre. va. Ça va, tant mieux. C'est vrai qu'on c'est pas la même heure entre les deux. Parce que là, il est 21h chez nous. Oui, En moi, il est gros, 15 heures. Ouais. voilà, c'est pour ça. En fait, moi, j'aimerais donner mon avis, je sais pas, parce que de base, quand j'entretiens avec quelqu'un, j'accueille quelqu'un pour un entretien, que ce soit pour une présentation d'ouvrage ou pour une conférence ou autre. J'essaie de laisser la personne parler le plus possible et me contenter juste de poser des questions. Mais des fois, on peut pas s'empêcher d'intervenir et de donner son avis. Parce que c'est pas tous les jours que j'aborde ce sujet parce que c'est une chaîne avant tout critique de l'islam sous tous les aspects historiques, sociologiques, psychologiques, théologiques, juridiques, etc. Mais là, puisque dans le cadre de ton ouvrage, je vais me permettre quand même de donner mon avis sur une chose, sur les valeurs de la République française. Moi, il y a une valeur que je trouve tristement pas abordée, c'est la fraternité. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé, moi, en tant qu'Algérien. La fraternité, c'est l'une des valeurs les plus importantes, voilà, en Algérie, voilà. C'est-à-dire que depuis tout petit, c'est ce qu'on nous enseigne, voilà, on est tous frères sous la patrie en Algérie, etc. On lève le drapeau et tout. Et ça, bizarrement, en France, j'ai pas retrouvé ça. Je te jure, c'est-à-dire que j'ai retrouvé l'égalité, on promeut l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est très bien, on promeut l'égalité entre les différentes ethnies, on est tous égaux, sous la bannière de la République, on soit noir, arabe, blanc, etc. C'est excellent, magnifique. Ensuite, il y a la liberté, liberté d'expression, liberté de plein de choses, mais cette mais excuse-moi, la notion de fraternité, je la retrouve pas, que ce soit dans le discours politique, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant, que ce soit par des parlementaires, que ce soit par des présidents, des ministres, des députés, voilà, des préfets, des maires. C'est pas quelque chose que je retrouve beaucoup, en tout cas qu'à des cérémonies, par exemple quand il y a des cérémonies, voilà, l'armistice et tout. Bon, bon, ça revient un peu dans le discours, mais c'est pas quelque chose qui est prééminent dans le débat public. Mhm. Et c'est quelque chose de fondamentalement important, en fait. Ça fait quand même partie de la devise avec les deux autres, l'égalité et la liberté. Pour moi, sans fraternité, le peuple, en tout cas, qui est derrière, est voué à se disloquer, à se déliter. Parce que c'est vrai que cette notion de fraternité, elle est beaucoup.
entretenue par le religieux. C'est pour ça que les musulmans sont frères et sœurs entre eux. Et c'est ça qui Mhm. crée le séparatisme. Si derrière, on ne n'appuie pas d'un point de vue politique et au niveau aussi de l'institut qui est l'éducation nationale sur la notion de fraternité française, les gens vont chercher une fraternité ailleurs en fait. Si c'est pas la France qui m'apporte la fraternité, je vais chercher une communauté fraternelle dans ce qui est de plus proche, par exemple en religion. Et je trouve ça très Ouais, dommage ouais. qu'on ne parle pas. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent. Ouais, je suis d'accord Et je avec pense toi. que c'est une faille importante de la République. Moi, j'aurais été inquiet de l'avenir de la République française. Je me serais attelé à résoudre cette problématique. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Effectivement, je veux dire, ils en parlent pas suffisamment. Moi, effectivement, là, j'ai réfléchi un petit peu des différents discours politiques que j'ai entendus dans les dernières décennies. Effectivement, j'entendais pas souvent parler de fraternité. Par contre, moi, en tant que Français, dans le milieu français dans lequel j'ai vécu dans une trentaine d'années, je, il y avait de la fraternité. Je sentais qu'entre Français, bon voilà, il y avait de la fraternité, etc. Il y avait une cohésion. Mais c'est vrai qu'au niveau politique, on n'entend pas parler. Et je me dis, peut-être qu'on entendra peut-être de moins en moins parler parce que comme il y a de plus en plus de communautarisme, ça devient ça deviendrait quasiment ridicule de nos jours pour un Français de parler de fraternité, quoi. De toute façon, euh, quelque part, il va se dire ce que je vendrais, c'est de l'utopie, quoi, parce que c'est plus possible. Peut-être qu'il y a certains hommes politiques qui se freinent à cause de ça, parce que de toute façon, dans l'état où la France demandait de la fraternité, ben, ce serait peut-être très utopique. Là. Mais bon, non, c'est vrai que c'est peut-être aucun rapport, effectivement, ils n'en parlent pas parce qu'effectivement, Oh, regarde, ça, regarde, par exemple, là, j'ai un commentaire. Regarde. La ouais. fraternité, c'est la notion de solidarité. Et la Mmh. solidarité existe et manifeste par les droits sociaux. Je suis entièrement en désaccord avec ça. La solidarité et la fraternité n'ont rien à voir. Ça a l'air similaire comme ça en apparence, mais être solidaire de quelqu'un, c'est pas être le frère de quelqu'un. Je suis désolé, la fraternité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la solidarité. Je peux être solidaire avec quelqu'un avec qui je me sens pas en fraternité. C'est pas du tout vrai. Mmh. La C'est vrai. fraternité, c'est beaucoup plus profond que la solidarité. Voilà, ça implique beaucoup plus de choses. Donc non, C'est vrai. c'est mal visé encore une fois. Parce que j'ai déjà entendu cet argument, c'est pour ça que je me permets de répondre. Oui, mais c'est vrai que Euh, les hommes politiques en parlent pas assez. Mais je pense que quand même, dans la société française, il y a de la fraternité quand même si elle n'est pas vraiment promulguée, propagandée, on va dire, par les hommes politiques français. Mais justement, je parlais un peu des trois valeurs. Là. À un moment donné, je mettais en comparaison les trois mhm. valeurs françaises par rapport à l'islam, et j'expliquais que, d'après moi, l'islam, elle s'oppose aux valeurs fondamentales de la France, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Tout d'abord, la liberté en refusant, par exemple, la liberté de conscience, l'égalité en niant l'égalité homme-femme ou l'égalité entre un musulman et un non-musulman, et la fraternité en interdisant, par exemple, les mariages avec des non-musulmans. Donc, Voilà. cette phrase-là, je pense qu'elle suffit à elle-même pour faire comprendre que le problème est insoluble. Quoi. Je veux dire, Bah, tant que. tu as donné un très bon exemple avec la non-mixité. Mhm. Parce qu'un musulman, dans l'absolu, il va jamais dire je vais être contre le mécréant comme ça dans un absolu. C'est faux. Parce qu'il y a Exactement, des configurations où le musulman peut s'entraider avec le mécréant. Voilà, ils peuvent trouver un terrain d'accord et de cohésion et même d'alliance. Il n'y a rien interdit mhm. dans l'islam, même dans le Coran, de s'allier avec des mécréants sous caution de C'est ça. assujettissement, soumission, etc. Bon. Par contre, il y a des règles strictes. Voilà, les femmes musulmanes, par exemple, ne se marient pas avec les hommes mécréants. L'inverse est vrai Mhm. pour le coup. Mais ça implique la notion de fraternité. Parce que là où l'islam n'interdit pas la solidarité, il interdit la fraternité. Et c'est là le point subtil que beaucoup ne veulent pas comprendre. L'islam interdit la fraternité avec les autres religions même s'il permet la Exactement. solidarité. L'islam ne va pas dire ne soyez pas solidaires avec des juifs ou avec des chrétiens. Dans l'absolu, si tu as un chrétien crevé, je pense pas qu'il y ait une règle qui dit ne va pas l'aider. Mais toujours sous caution que le chrétien soit pas un ennemi, que le chrétien soit soumis aux musulmans, sous caution que, voilà, et si on doit privilégier quelqu'un, on doit d'abord privilégier le musulman avant le chrétien, par exemple.
Évidemment qu'il y a toutes Mhm. ces clauses voilà, juridiques qui sont présentes. Voilà. Exactement. Et ça complique le Oui, problème, quoi. Ça complique évidemment. la cohésion entre les gens issus de cette culture-là et les gens issus de la culture occidentale, quoi. C'est impossible. Ça rend ça impossible. Et, Oui, oui. non, non. Après, le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas ces concepts. Là, dans les commentaires, je vois beaucoup de gens qui insistent. Non, je suis pas d'accord. La solidarité, je peux me sentir solidaire de quelqu'un sans me sentir uni à lui. Encore une fois, ça ne renvoie pas à l'union. La fraternité, pour moi, c'est la seule valeur qui permet de se sentir uni avec quelqu'un d'un point de vue communautaire. C'est tout. Par exemple, pour moi, la seule communauté qui prévaut en France, c'est la communauté française. Voilà, enfin, on est tous partis d'une grande famille qui est la nation française. Et après, il y a Effectivement, une division. Normalement, c'est comme ça qu'on est censé penser d'un point de vue républicain, citoyen, hein. Voilà, hein. ça, ce C'est serait ça que la situation idéale, ça, en fait. Ce serait la situation idéale qui est qu'une seule communauté, peu importe les origines de chacun, qui est qu'une seule communauté. Mais là, on n'est pas, là, non seulement il n'y a pas une seule communauté, mais en plus, certains hommes politiques prônent ce genre de fonctionnement avec des communautés différentes qui tentent le vivre ensemble. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec une seule communauté française, quoi. exactement. T'as abordé le cas de excuse-moi, voilà, la réussite danoise, voilà. Donc moi j'aimerais bien que tu me parles de la réussite danoise. En quoi est-ce qu'on peut servir de modèle pour la France? Donc, c'est quoi les aspects de la société danoise qui rendent ce modèle difficile à appliquer ailleurs si jamais c'était pas applicable en quelque sorte? Voilà, je t'en prie, du coup. T'en as parlé dans ton Là, annexe. ouais, par rapport à l'immigration illégale, c'est plus compliqué en France parce que c'est plus facile d'immigrer illégalement en France qu'au Danemark. Mais pour le reste, je vois pas ce qui empêcherait la France de mettre en place les mêmes règles. D'ailleurs, je liste les différentes règles qui permettent pour un étranger d'obtenir la naturalisation, d'obtenir le, le permis de séjour permanent, d'obtenir, etc. Donc, je liste un petit peu toutes les obligations. Et donc, on voit déjà que il y a deux choses. Il y a le fait que la personne soit économiquement viable, c'est-à-dire que elle va trouver du travail facilement et que elle va pas coûter, elle va pas se retrouver sur le bien-être social, là, sur les donc sur elle va coûter à l'État de l'aide sociale et donc on voit vraiment que les mesures sont prises pour s'assurer là de ne pas comment dire de sélectionner les gens qui sont viables économiquement. Donc il y a une certaine rigueur par rapport à ça. Il y a aussi une certaine rigueur par rapport aux valeurs. Les gens qui veulent venir au Danemark, ils doivent montrer vraiment patte blanche par rapport à leur adhésion aux valeurs danoises. Ils doivent montrer qu'ils veulent vraiment, ils sont intéressés à comment dire, à accepter ces valeurs-là sincèrement, quoi. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. On ne sait pas comment ils se débrouillent, etc., comment ils font. Là, ils parlent d'une poignée de main obligatoire à la fin de la cérémonie, une poignée de main obligatoire. Soi-disant, c'est censé sceller l'adhésion aux valeurs danoises. Mais bon, je suis pas sûr que ça suffise, hein. Mais bon, déjà, le fait de, de, de faire en sorte que les gens qui arrivent soient des gens qui soient, comment dire, compatibles, enfin, professionnellement par rapport aux besoins du Danemark. Déjà, ça aide beaucoup parce qu'on se retrouve avec des gens qui travaillent plutôt qu'avec des gens qui travaillent pas, qui vont monter des économies parallèles, etc. Et donc, là déjà, comment dire, l'immigration de travail, c'est déjà quelque chose quand même qui aide beaucoup en fait à éviter beaucoup de problèmes, mais je suis pas sûr que que ça suffit sur le long terme parce que effectivement dans un des commentaires là on parlait du Canada comme quoi c'est pas forcément un super exemple en particulier Montréal parce qu'il y a aussi des tensions etc. Et pourtant le Canada c'est vraiment ils sont obsédés par l'apport économique de l'immigration par sa viabilité économique, etc. Moi, quand j'ai immigré, je voyais à quel point c'était très strict, très sévère, et il fallait vraiment être sûr
d'avoir du travail, etc., de trouver facilement du travail, fallait que tes compétences aient un rapport avec les besoins actuels en main-d'œuvre du Canada. Sinon, en tout cas, vraiment, ils s'assuraient pour que les gens ne pèsent pas économiquement en arrivant. Malgré tout, donc peut-être qu'économiquement, c'était quand même, ça fonctionne bien à ce niveau-là. L'immigration ne pèse pas autant qu'en France, etc. Mais par contre, en termes de respect des valeurs canadiennes, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de solution, quoi. Et je suis pas sûr que les Danois aient trouvé vraiment la solution, même s'ils insistent beaucoup là-dessus. Ils insistent beaucoup sur la maîtrise du danois, sur la maîtrise des valeurs, la connaissance des valeurs danoises, de l'histoire du Danemark, etc. Mais je suis pas sûr que ça suffise, quoi. Parce que derrière ça, il y aura les lobbies musulmans qui, eux, se mettront en opposition à tout ça. Et puis, à un moment donné, ils essayeront de rattraper le coup en continuant à mettre de la pression sur la communauté musulmane danoise, quoi. Et puis, de toute façon, je veux dire, comment faire confiance à 100% à quelqu'un qui va immigrer au Danemark sur le fait qu'il va vraiment adhérer à ces valeurs danoises, sachant qu'elles sont complètement opposées aux valeurs. Donc, les seules personnes qui peuvent le faire, c'est les personnes qui sont vraiment, vraiment intéressées par ces valeurs, par le mode de vie danois, par la culture danoise. Ils ont vraiment une grosse attirance pour ça. Et il faut vraiment avoir une grosse attirance parce que de toute façon, tu vas être obligé de faire un choix drastique entre les valeurs islamiques et les valeurs danoises. Tu ne pourras pas avoir les deux, quoi. Donc, s'il n'y a que les gens ultra motivés par les modes de vie, le mode de pensée occidental, qui peuvent réussir une immigration parfaite pour eux et pour le Danemark. Et donc, c'est des cas, à mon avis, qui doivent être très rares parce que, je veux dire, l'endoctrinement est trop fort, quoi. L'endoctrinement est trop fort, comment dire, l'appartenance identitaire est trop forte, quoi. Je veux dire, depuis tout petit, d'après ce que j'ai compris, vous êtes biberonné à la peur de l'enfer, etc., au respect, comment dire, à montrer un énorme respect aux prophètes, etc. Je veux dire, là, en adhérant aux valeurs occidentales, vous reniez complètement ce prophète et son Dieu, quoi. Donc voilà, je veux dire, c'est quasiment impossible, quoi, qu'une grande quantité de musulmans. Donc ça, effectivement, la politique migratoire du Danemark a l'air quand même de porter ses fruits, parce que la cohésion sociale semble quand même bien protégée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et en plus, l'extrême droite n'a plus aucune voix aux élections. Donc les Danois, d'après les sondages, ont l'air d'être en confiance par rapport à cette politique-là, elle a l'air de bien mener ses fruits. Mais connaissant l'islam, connaissant l'endoctrinement que subissent les musulmans, je ne peux pas croire que ça suffise. Ça suffit au niveau des valeurs. Ça suffira au niveau économique. Les seuls immigrants qu'ils auront, ce sont des immigrants viables économiquement. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais au niveau des valeurs, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ça, je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, ils aient trouvé la solution idéale. En fait, j'ai 3 questions pour finir. Là, vraiment, pour le coup, c'est que 3. Mais merci pour la réponse sur le cas danois. C'était intéressant. Alors, la première, c'est tu as parlé de contradiction par rapport au discours dit féministe, etc. Voilà, si je me souviens bien. En gros, attends, j'essaie de retrouver la question. Ah voilà. Donc en gros, voilà, tu as souligné des discours donc progressistes, de mouvements progressistes, féministes par rapport à leur soutien à certaines pratiques issues de l'islam. Donc est-ce que tu penses que ces contradictions, c'est dû à un manque d'information ou est-ce que c'est une vraie stratégie politique consciente de leur part? Voilà. C'est un peu la même question que je me pose pour Edwy Plenel, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est la fainéantise intellectuelle? Il veut pas lire le Coran, il veut pas s'emmerder avec ça. Je le comprends parce que c'est quelque chose de très ennuyant, quoi. Et c'est très toxique aussi. Mais ou alors vraiment, il a lu ça, il connaît ça, il sait à quel point c'est fasciste, mais quelque part ça l'arrange pour différentes raisons.
Et je ne sais pas en quoi l'islam peut arranger les féministes. Peut-être qu'à court terme, tout comme les LFI, ils y voient un moyen d'acquérir le pouvoir. Et sur le moyen et long terme, c'est super dangereux, quoi. Parce que on a bien vu par le passé, là, dans certains pays comme en Iran, par exemple, quand la gauche s'associe aux islamistes, moi j'appelle ça les, les, donc les avocats d'Allah, si tu préfères. Hein. Et donc, c'est quand la gauche s'associe à ce mouvement politique, ils se font ensuite tasser, quoi, pour pas être trop pour euphémiser, quoi. Donc, ils se font éliminer, quoi. Et donc, je comprends pas. C'est pas possible quand on connaît l'islam d'accepter et de sympathiser avec ces valeurs ultra-patriarcales islamiques et misogynes. Je sais pas. Soit effectivement, c'est un calcul politique à court terme, parce qu'on a des visions à long terme. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui en ont. Mais à court terme, peut-être qu'effectivement, ça peut être utile pour eux. Il y a peut-être des voies à prendre, etc. Mais c'est super dangereux. On a vu par le passé ce genre d'alliance là entre des partis politiques de gauche et des islamistes là. C'était catastrophique, quoi, pour les partis de gauche, quoi. Et il me semble qu'en Algérie c'était pareil, quoi. Oui, à un moment donné, il me semble que au début, tu me diras si je me trompe, mais au début de la guerre civile, les partis de gauche étaient plus ou moins en connivence avec les partis islamistes, enfin avec les islamistes, non, pour renverser le gouvernement de la mafia au pouvoir. Mais après, ils se sont fait tasser. Peut-être que à ce niveau-là, je suis pas sûr de mon coup pour ce qui est de l'alliance entre les islamistes et les gauchistes en Algérie dans les années 90. Il me semble avoir entendu dire que à ce moment-là, la gauche aussi s'est fait avoir par les islamistes, quoi. Non, mais Si tu peux bien avant. Non, c'était bien. Dans les années 90, c'était déjà l'enclenchement des problèmes, mais c'était bien Oui. avant ça. C'était la post-indépendance, en fait. Les deux premiers Mhm. présidents qui sont Ben Bella et Boumedienne, voilà. Donc, on virait vers un socialisme arabe panarabiste, pan-islamiste. Non, je rigole. C'est juste Mhm. parce que pour moi, le panarabisme est un pan-islamisme caché. C'est juste qu'il a été Ok. ethnicisé par l'arabité, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, en gros, ce qu'a voulu faire le premier président de l'Algérie, c'était une sorte de marxisme adapté à l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui historiquement le socialisme arabe, parce que derrière l'arabité, il y a toujours une idée d'islamité, en tout cas dans le projet tel qu'il a été conçu par les panarabistes des premiers temps. Pourquoi? Parce que aux yeux des penseurs panarabistes, comme Michel Aflaq par exemple, il te dit que l'islam est une composante indissociable de l'arabité. Ouais, c'est comme ça qu'il l'a Mhm. présenté. Donc quelque C'est part, tu ne ça. peux pas imaginer l'arabité sans la composante islam. Voilà. Donc, bon. C'est ça. Euh, Donc, et, et du coup, ils ont essayé de faire une alliance un peu, je dirais, bâtarde, incestueuse, parce que je suis désolé, le marxisme n'a pas pour vocation de porter en son sein, ou ne serait-ce que de s'allier à une idéologie religieuse, parce qu'à la base, ils la rejettent. Donc Mhm. c'était une sorte de configuration qui n'avait même pas à être à la base. Donc c'est par la force des choses et des intérêts surtout, pour moi, matériels des élites, qui ont fait que ces deux idéologies ont convergé et ont donné quelque chose de totalement désastreux. Voilà. Oui, vas-y, je t'écoute. Effectivement, c'est ce qu'ils appellent la fameuse convergence des luttes, là. Mais en général, ça va jamais en faveur du parti de gauche, quoi. Quand ils se mettent, Voilà. quand ils s'allient avec les islamistes. Et donc ça, je veux dire, pourtant Mélenchon, soi-disant, c'est un as de l'histoire, là. Il connaît aussi bien l'histoire que soi-disant Zemmour, etc. En tout cas, c'était un des seuls, une seule qualité que Zemmour voyait en Mélenchon, c'était qu'il connaissait bien l'histoire. Je veux dire, il doit le savoir, ça. Il doit savoir que c'est Oui, ultra oui. dangereux de s'associer. Mais bon, je veux dire, je sais pas si ça soif de pouvoir. Euh, Ils se sont capables, lui, de faire face aux islamistes et à leur pression ensuite pour Alors, arriver au pouvoir. Là. alors, je vais combiner les deux dernières questions ensemble. Pourquoi tu as situé une partie de l'histoire dans le 22e siècle? Et c'est quoi,
voilà, en fait, t'en as déjà parlé, mais bon, c'est pas, on va quand même Mhm. finir avec ça. Et le personnage de Mohamed Carlet de la Rosière, grand imam, Ouais. pourquoi tu as choisi de dépeindre comme un descendant de la noblesse française? Pourquoi la noblesse française? Enfin, c'est Ben, des petites effectivement, questions de curiosité, voilà, mal placées peut-être, mais je t'écoute, vas-y. effectivement, parce que, comme je te disais, la noblesse française, là, on peut dire que c'est un petit peu le symbole, en fait, un des grands symboles de la France là, depuis des siècles et des siècles. Et là, le fait que j'imagine les nobles français qui cherchent toujours à être un petit peu du bon côté du bâton. Ben là, comme en 2100, ben la France est devenue quand même très musulmane. Et, moi, j'imagine une France en 2100 euh, contrôlée par l'islam, contrôlée par le clergé islamique. Ben moi, je vois bien les membres de la noblesse française, voyant que ben, la bataille est perdue, se dire, bon, ben, dans ce cas-là, de nos jours, en 2100, il vaut mieux devenir imam. Donc j'imagine bien des grands imams français, du Francistan, moi j'appelle ça le Francistan en 2100, qui, qui soient donc d'origine de la noblesse française. Parce que voilà, c'est le meilleur poste, un des meilleurs postes qu'on puisse obtenir en 2100 en France, c'est être imam. Donc c'est pour ça que j'ai. Alors moi, je me suis renseigné un petit peu sur les différents. J'essaie de trouver un nom d'une famille de la noblesse française. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, Carré de la Rosière. Mais je voulais une famille de la noblesse française qui doit vraiment exister, mais qui soit éteinte. Parce que je me suis dit, je voulais pas que une Il n'y a famille de la pas de noblesse française problème existe. juridique. C'est Voilà, c'est ça. ça. Je voulais pas leur créer de problème à ces gens-là. Hein. Ouais, je Donc voilà. comprends. J'ai pris c'est une famille de la noblesse française qui est éteinte, mais qui a quand même eu parmi ses membres des gens assez connus, assez réputés, qui ont eu des postes importants sur certains régimes, Louis XIV et compagnie. Et donc voilà, c'est ça que je voulais montrer, c'était que je voulais dépeindre en exagérant un petit peu, effectivement, parce que je ne crois pas moi non plus qu'en 2100 ce sera déjà le cas, mais que c'est quelque chose qui peut arriver un jour ou l'autre si on continue tranquille dans cette politique migratoire là, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler une France sous le joug de l'islam, et à quel point les valeurs que nous on apprécie de nos jours, là, ben, en 2000, à cette époque-là, en 2100 ou en 2200, ce sera des valeurs qui seront haïes par les Français eux-mêmes, par les francistanais eux-mêmes, par les gens qui habitent sur le territoire français eux-mêmes, quoi. Donc c'est pour montrer un petit peu que la mentalité d'un peuple peut être retournée euh, à, sur une certaine échelle de temps, quoi. Euh, donc surtout, ce que j'explique aussi, c'est que en fait, dans le livre, je liste, comme je disais, la quantité d'atouts qu'a actuellement l'islam pour réussir en fait le grand rêve du clergé islamique, c'est-à-dire le califat mondial, quoi. Alors, ils arriveront sans doute jamais, mais ils n'ont jamais eu autant d'atouts pour y arriver, quoi. Et j'aimerais juste te ressortir un petit peu ces fameux atouts. Hop, voilà, parmi les grands atouts en fait euh, de l'islam dans son objectif d'expansion planétaire, il y a l'argent du pétrole, qui est quand même un phénomène assez récent. Sans l'argent du pétrole, bah, il n'y a pas de lobby islamique qui parcourt le monde. Il y a l'immigration massive non optimisée. Il y a l'étiquette religion aussi. La fameuse étiquette religion qu'on a collée à l'islam, alors qu'en fait, c'est juste un système politique fasciste. Et la fameuse réduction